Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Toute la journée, l'exécutif a tenté de circonscrire l'incendie provoqué par les aveux de Jérôme Cahuzac. Le président s'est fendu d'une courte et solennelle allocution. Le Premier ministre a essuyé un tir groupé de questions à l'Assemblée. Et une partie du gouvernement a défilé devant micros et caméras pour témoigner son indignation. Mais rien n'y fait. L'opposition met en doute la sincérité du couple Hollande-Hérault et demande la démission du gouvernement. On en parle avec notre club d'éditorialistes du mercredi soir. Dans l'actualité, le mariage pour tous arrive au Sénat. Dès demain, les sénateurs débattront de ce projet de loi. Les anti-mariages pour tous font monter la pression et espèrent un rejet du texte. Chaque voix comptera. Les débats promettent d'être vifs. Public Sénat met en place un dispositif exceptionnel pour vous faire vivre les discussions dans l'hémicycle. On en parle avec notre journaliste Perrine Tarnot et invité ce soir, le professeur François Oliven, auteur de Faire un enfant au XXIe siècle chez Flammarion. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. L'agenda n'a pas été bousculé. Quelques heures après son allocution télévisée, suite aux aveux de Jérôme Cahuzac, le président Hollande s'est envolé pour le Maroc. L'Élysée s'efforce de maintenir les apparences lors de cette visite d'État, alors que l'ambiance politique en France ne cesse de se tendre entre un gouvernement sur la défensive et une opposition qui demande des comptes au sommet de l'État. On voit tout cela avec Florence Tomaso. S'il vous plaît. Monsieur le Président, accueillez. Monsieur Cochet. Ambiance électrique cet après-midi à l'Assemblée lors des questions d'actualité au gouvernement. Depuis les aveux de Jérôme Cahuzac sur ses comptes à l'étranger, la droite plutôt silencieuse ces derniers mois est montée au front pour dénoncer la République exemplaire de François Hollande. Les attaques sont nombreuses, tout d'abord à l'encontre du ministre de l'économie Pierre Moscovici. Celui-ci affirme n'avoir commis aucune faute. Christian Jacob n'y croit pas. Vous êtes en responsabilité, vous ne pouvez pas vous dérober. Oui ou non, l'administration fiscale a-t-elle été instrumentalisée pour entraver la justice et pour étouffer cette affaire ? Pierre Moscovici se défend et affirme avoir transmis à la justice l'intégralité du dossier fiscal de Jérôme Cahuzac sur les 20 dernières années. Invraisemblable pour les députés de droite qui s'étonnent du peu d'informations récoltées sur l'ancien ministre du Budget, avec tous les moyens d'enquête et de police dont disposent les ministères des Finances et de l'Intérieur. Autre cible, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. La droite ne peut pas croire qu'au plus haut sommet de l'État, personne n'était informé. Pourquoi, avec le ministre des Finances, n'avez-vous pas fait procéder sérieusement aux vérifications approfondies de ces informations avant de dédouaner M. Cahuzac? Réponse de Jean-Marc Ayrault. Nous avons cru à la parole de cet homme, et non seulement à sa parole, nous avons cru à sa signature. Car comme tous les membres du gouvernement, il a signé un engagement sur l'honneur, une charte de déontologie qui l'engageait et qui engageait sa parole et qu'il n'a pas respecté. Face à ce scandale, la droite attendait des excuses de la part de l'exécutif. L'allocution lapidaire du chef de l'État, comme la réponse du Premier ministre, ont laissé sur leur faim les ténors de l'UMP. Et avant cette séance mouvementée à l'Assemblée nationale, il y a eu l'allocution du président de la République depuis l'Élysée. Je vous propose de l'écouter. J'ai appris hier, avec stupéfaction et colère, les aveux de Jérôme Cahuzac devant ses juges. Il a trompé les plus hautes autorités du pays, le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement et à travers lui, tous les Français. C'est une faute impardonnable. C'est un outrage fait à la République. D'autant que les faits reprochés sont eux-mêmes intolérables. Détenir, sans le déclarer, un compte à l'étranger. Donc toute la lumière sera faite. Et c'est la justice qui poursuivra son travail jusqu'au bout et en toute indépendance. J'affirme ici que Jérôme Cahuzac n'a bénéficié d'aucune protection, autre que celle de la présomption d'innocence. Et il a quitté le gouvernement à ma demande dès l'ouverture d'une information judiciaire. C'est un choc ce qui vient de se produire, parce que c'est un grave manquement à la morale républicaine. Je suis donc amené à prendre 3 décisions qui vont dans le sens
des engagements que j'avais pris devant les Français. D'abord, renforcer l'indépendance de la justice. C'est le sens de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Cette réforme sera votée au Parlement dès cet été. Elle donnera aux magistrats les moyens d'agir en toute liberté, en toute indépendance contre tous les pouvoirs. Ensuite, lutter de manière impitoyable contre les conflits entre les intérêts publics et les intérêts privés et assurer la publication et le contrôle sur les patrimoines des ministres et de tous les parlementaires. Le gouvernement, là encore, soumettra au Parlement dans les semaines qui viennent un projet de loi dans cette direction. Enfin, les élus condamnés pénalement pour fraude fiscale ou pour corruption seront interdits de tout mandat public. La République, c'est notre bien le plus précieux. Elle est fondée sur la vertu, l'honnêteté, l'honneur. La défaillance d'un homme doit nous rendre encore plus exigeants, plus intransigeants. Et je le serai, parce que je sais ce que ça représente pour les Français, cette blessure. L'exemplarité des responsables publics sera totale. C'est mon engagement, je n'en dévierai pas, et les Français doivent en être certains. Voilà pour cette allocution et on va écouter à présent le président et cofondateur de Mediapart, Edoui Plenel, invité du 20h de France 2 ce soir. Il pointe du doigt la responsabilité du président de la République. On l'écoute. François Hollande n'a pas d'excuse d'un point de vue politique, car il savait ce que vous saviez tous. Comment le savez-vous qu'il savait? Mais il savait en lisant Mediapart. Et que nous ne savions pas. Mais en lisant Mediapart, il n'y a rien de nouveau. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le débat actuel, que ce soit du côté de l'opposition de droite que d'une partie des médias. On cherche aujourd'hui des boucs émissaires à une complicité de mensonges. Le mensonge de M. Cahuzac a été accompagné par la droite, pas seulement par la gauche. M. Woerth, mis en examen dans les affaires Bettencourt, était son premier défenseur. Des médias se sont prêtés à des manipulations médiatiques pour essayer de protéger, de renforcer ce mensonge. Ce que je veux dire simplement... Edoui Plenel, pardon, je vous interromps parce que ça fait réagir ce que vous dites. François Hollande dit « j'ai respecté la présomption d'innocence ». C'est important, non? C'est vrai, mais je pense, et nous l'avons dit dès le premier jour, que face au sérieux, à la rigueur des informations de Mediapart, dès décembre, M. Cahuzac aurait dû quitter le gouvernement et ne pas prendre en otage ses fonctions publiques, l'administration fiscale, alors qu'il est lui-même fraudeur, la majorité, le gouvernement, le Premier ministre. Depuis quand croit-on un politique qui vous regarde les yeux dans les yeux? Et on va s'arrêter ce soir sur l'une des mesures annoncées par François Hollande. Il s'agit de la publication et le contrôle du patrimoine des ministres et des parlementaires. Ceux-ci sont déjà tenus de faire une déclaration. Les explications de Mathilde Bélanger. Chaque ministre s'est prêté à l'exercice en juin dernier, déclarer son patrimoine. Ces déclarations sont accessibles en ligne sur le site internet du gouvernement. On y trouve leurs intérêts financiers comme les actions qu'ils possèdent, mais aussi leurs activités annexes et éventuellement les intérêts familiaux relatifs à leur domaine. Problème, ces informations sont purement déclaratives. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de garde-fou en quelque sorte et pas moyen de contrôle. Donc, ils peuvent déclarer à minima, ce qui n'est pas bien, et on l'a constaté avec effectivement l'affaire la plus récente, c'est-à-dire l'affaire Cahuzac. Mais en principe, ils doivent tout déclarer. François Hollande propose aujourd'hui d'encadrer ces déclarations par la loi. L'idée n'est pas nouvelle. En 2010, une commission menée par Jean-Marc Sauvé avait planché sur la question des conflits d'intérêts dans la vie publique. Un projet de loi devait rendre obligatoire la publication des intérêts personnels des ministres. Mais celui-ci n'a jamais été débattu au Parlement. On hésite toujours entre deux choses. D'un côté, entre le respect de la vie privée, entre le respect de la dignité, entre le fait que finalement chacun doit assumer ses responsabilités. C'est bien, mais c'est vraiment pas suffisant, on le voit aujourd'hui. Il faut des lois, il faut des contraintes, c'est-à-dire ne pas simplement compter sur l'honnêteté et l'esprit de responsabilité de ceux qui exercent des mandats. Aujourd'hui, un nouveau projet de loi est en préparation, porté par le ministre des Relations avec le Parlement, Alain Vidalis. François Hollande s'est engagé à ce qu'il soit soumis rapidement aux députés. Et dans ce contexte troublé où l'exemplarité des élus est au cœur du débat, le Conseil des ministres a adopté aujourd'hui le non-cumul des mandats. Le projet de loi sera débattu d'ici à l'été pour une entrée en application à la fin du quinquennat. Les détails avec Paul Bouffard. C'est un report qui alimente la crispation. Le non-cumul ne s'appliquera qu'à la fin des mandats parlementaires en cours.
La promesse présidentielle, elle, s'était fixée au calendrier des municipales de 2014. Le Conseil des ministres préfère mars 2017. Au moment où justement, notamment à cause d'un des nôtres qui a lourdement failli, l'ensemble de la classe politique subit une opprobre qui n'est pas méritée d'ailleurs pour son ensemble, mais bon c'est comme cela, c'est l'impression qui est perçue. Alors, en rajouter sur le cumul des mandats, c'est vraiment pas une bonne réponse, j'en suis très déçu. Le projet de loi interdira bien le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Un engagement présidentiel, mais un engagement qui ne sera au final jamais appliqué selon certains parlementaires. C'est une démonstration d'une rare hypocrisie que ce texte de loi. Vraiment, je suis impressionné de voir qu'un gouvernement, sous l'autorité du président de la République, est capable de sortir un texte pareil. On dénonce le cumul, mais on dit que ça peut attendre 5 ans. Dans les couloirs de la Haute Assemblée, on parle d'un compromis entre l'Élysée et le groupe socialiste au Sénat. Mais une chose est sûre, pour Jean-Pierre Sueur, un compromis vaut mieux qu'un recul. Ce texte aura des effets dès 2014. Pourquoi? Eh bien parce qu'à tous les candidats aux municipales, une question très simple sera posée. Monsieur le candidat, madame la candidate, vous engagez-vous à être maire si vous êtes élu pendant 6 ans? Ou allez-vous interrompre votre mandat au bout de 3 ans? L'Élysée justifie son choix en se référant aux avis juridiques du Conseil d'État. Aujourd'hui, 59% des sénateurs sont cumulards. Près de 24 heures après le spectaculaire aveu et la mise en examen de Jérôme Cahuzac, l'ambiance politique continue de se tendre, visage fermé et ton solennel. François Hollande, vous l'avez vu dans ce journal, a annoncé une série de mesures aujourd'hui. Jean-Marc Ayrault et Pierre Moscovici ont été bombardés de questions par l'opposition à l'Assemblée nationale. Pour la droite, la cible n'est plus Jérôme Cahuzac, mais le sommet de l'État. Et ce soir, Jean-François Copé demande la démission du gouvernement. On en parle avec notre club d'éditorialistes ce soir, avec nous, l'écrivain et éditorialiste au Figaro, Alain-Gérard Slama. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. L'historien et spécialiste d'histoire politique, Christian Delporte. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Notre chroniqueur, Jean-Louis Goubot. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir, Seigneur. Et dans cette ambiance lourde, on a quand même besoin de légèreté avec notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia, merci d'être bonsoir là. à tous. Alors messieurs, après la déflagration hier suite aux aveux de Jérôme Cahuzac, la tempête ne se calme pas, au contraire. Elle est nourrie par des éléments ici et là sur des notes, des personnes qui auraient tenté de prévenir l'Élysée. Alain-Gérard Slama, c'est un poison distillé goutte à goutte. D'une certaine façon, oui. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça crée une situation explosive. Le tous pourri, il y a 2 façons de conduire au tous pourri, l'historien ici le sait. L'une, ça conduit à la révolte. L'autre, ça conduit à l'indifférence et au relativisme total, avec une plus-value évidemment électorale pour les extrêmes. C'est-à-dire une dégradation de notre vie publique, une impuissance des pouvoirs et une situation évidemment de plus en plus catastrophique sur le plan de la crédibilité internationale de la France. Voilà la première analyse que je ferai. On n'a pas d'ailleurs encore parlé des conséquences à l'extérieur aussi, à l'international. On va en parler. Christian Delporte, on peut aussi analyser ce soir la rapidité avec laquelle l'affaire a presque mis de côté aujourd'hui Jérôme Cahuzac pour se concentrer sur François Hollande, Jean-Marc Ayrault et Pierre Moscovici. Oui, et c'est pour ça que la réaction de communication de crise a été aussi vive. Un dispositif s'est mis en quelque sorte en place en 4 temps. D'abord la condamnation. C'est un peu ce qu'a dit finalement Hollande aujourd'hui. D'abord, je condamne. Ensuite, j'isole. Le cas Cahuzac, c'est le cas d'un homme. C'est un individu et donc ça ne touche pas l'ensemble du gouvernement. Troisièmement, j'écarte, c'est-à-dire que ça n'est plus une affaire politique, c'est une affaire judiciaire. Et puis le 4e temps, c'est je contre-attaque avec des annonces. Tout le problème est de savoir quelle sera la portée, comment l'opinion va apprécier ces annonces. Jean-Luc Goumbaud, l'administration fiscale, Bercy, est pointée du doigt ce soir. Pierre Moscovici récuse toute entrave ou complaisance. Le ministre de l'économie est désormais dans le collimateur de l'opposition ce soir et de Mediapart. Et le collimateur de tout le monde en réalité, parce que c'est le ministre de tutelle. Jean-Marc, le président nomme, Jean-Marc Ayrault organise le gouvernement et Pierre Moscovici est la tutelle de M. Cahuzac. Alors le problème, c'est que nous sommes amenés à commenter, à discuter des informations que nous n'avons pas en totalité. Et c'est ça le grand problème. Il va falloir quand même que l'ensemble des informations
soit disponible. Monsieur Moscovici nous dit qu'à partir du 24 janvier, il a demandé une aide à la Suisse, sans préciser exactement qui c'était la Suisse. Mais le problème, c'est que quand on lit ce qu'il nous dit, il dit « J'ai demandé aux Suisses, Monsieur Cahuzac, a-t-il un compte à l'UBS ?» Mais il est absolument impensable que les autorités suisses répondent « Oui, Monsieur Cahuzac » ou « Non, Monsieur Cahuzac n'a pas de... » Parce que la Constitution helvétique protège les comptes. On ne peut pas rentrer comme ça et dire oui, un tel, Monsieur Gombault, Monsieur Slama a un compte en Suisse. C'est pas possible. Alors, s'il a posé la question de cette façon, la réponse était immédiate. En revanche, s'il a posé la question, on ne le sait toujours pas, Monsieur Cahuzac, que je soupçonne fort d'être un fraudeur du fisc, a-t-il un compte chez vous à l'UBS? Alors là, la réponse aurait été ce que nous avons eu avant-hier. Ben oui, parce que la Suisse, depuis 2008, s'est engagée à lutter contre la fraude, mais elle ne s'est pas engagée à supprimer les comptes. Donc les intentions du gouvernement, ce qu'il savait ou pas, se cachent derrière cette question, la formulation de cette question, selon vous, Jean-Louis? Exactement, parce qu'il est important, parce que comment voulez-vous qu'un directeur de l'administration fiscale téléphone à Berne et dise « Je soupçonne mon ministre d'être un fraudeur, dites-moi s'il a un compte chez vous ». Et autrement, si on soupçonnait à l'époque le ministre d'être fraudeur, pourquoi reste-t-il au gouvernement jusqu'à il y a encore une semaine? Donc ils étaient pris dans un système de contradiction, de complexité telle, et il nous faut absolument Hervé Baudry, oui. ouvrir les informations pour que nous puissions commenter de manière un peu plus solide. Croque le choc de complications. Oui. À la place de la caisse à outils, c'est un énorme coffre. Cahuzac qui tombe. Justement, là, un mot quand même sur Jérôme Cahuzac. La gauche est d'une sévérité extrême avec l'homme et le politique. Exclu du PS, la droite attaque, les extrêmes sont vent debout. Les éditorialistes ce matin n'ont pas de mots assez durs pour dénoncer l'inacceptable. On est presque à lui recommander l'exil ce soir, à se demander si c'est un être totalement cynique ou si c'est de l'ordre du pathologique. Est-ce qu'on n'en fait pas, malgré tout? Si vous voulez faire appel à mon sens de la commisération, je vous répondrai positivement. J'ai vraiment pitié de cet homme, parce qu'il paye aussi les conséquences de l'État-parti et de la confusion entre un État et un parti. Et si demain nous devions apprendre que l'Élysée et Matignon étaient au courant de l'irrégularité commise par M. Cahuzac, alors là, peut-être que nous arriverions effectivement à une crise de l'État. Mais pour l'instant, il y a une remarque que je veux faire après vous avoir entendu, cher ami. La question juridique est fondamentale. Et nous assistons à quelque chose qui n'a pas été assez dit. Un alignement de la France sur le modèle américain. On n'a pas assez comparé ce qui se passe à l'affaire Clinton, où il y avait eu aussi un mensonge d'État proféré par un homme public, les yeux dans les yeux, à la télévision. Je ne connais pas, enfin je n'ai jamais eu de relation avec Madame Lewinsky. Bon, c'est un modèle très différent du nôtre, c'est un modèle puritain, le modèle américain. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mentir. Il est basé sur la religion, il faut jurer sur la Bible. Exactement, et on n'a pas le droit de mentir. Le mensonge, c'est la première fois dans notre histoire, je crois, juridique, judiciaire, qu'il y a un prévenu qui est confondu sur l'aveu d'un mensonge. Car, jusqu'à nouvel ordre, dans le système juridique français, on n'est pas obligé. L'un des droits fondamentaux de la défense, c'est précisément de ne pas être obligé de dire la vérité. Ou alors, on est tous fichus. Et, enfin, je plaisante, hein, ne prenez pas ça, évidemment, pour autre chose que pour une boutade. Mais c'est une boutade qui renvoie à quelque chose de grave. Et si, dans la suite, nous avons un durcissement des lois de transparence et des instances de contrôle, alors nous continuons à nous puritaniser et à nous américaniser. C'est toute la question Delporte. Est-ce qu'on tend vers un système à l'américaine où tout entrant dans un gouvernement fera l'objet d'enquêtes poussées, fouillées, même dans sa vie privée? Oui, il faut expliquer que dans le système américain, il y a le vetting process qui consiste à faire une enquête très très minutieuse sur
surtout ceux qui auront en fait une fonction officielle, qu'ils soient ministres, ambassadeurs, responsables d'agence. Une enquête qui est faite au préalable d'ailleurs par ceux qui vont présenter ces ministres au Sénat, qui va vérifier. Et en tout état de cause, des tas de personnes iront vérifier sur place si la vérité est dite. Je crois qu'on n'est pas encore complètement dans ce système-là. Mais on y va, parce que c'est vraiment, cette affaire de mensonge est un fait très nouveau. C'est un des droits fondamentaux de la défense. Non pas de mentir, hein. Ça n'est pas... Il y a aucun texte sur le mensonge. Qu'est-ce qui est le plus grave? C'est le mensonge ou c'est la fraude? C'est le délit, parce que derrière le mensonge, peut-être c'est plus grave, c'est le blanchiment de fraude. À partir du moment où il était acculé à dire la vérité, vous imaginez le ministre disant la vérité. Vous imaginez, moi j'ai un peu de mal à imaginer aussi que ses amis ne l'aient pas incité. D'ailleurs, il a un agent qui est un peu visé en ce moment dans le collimateur, Stéphane Fuchs, contre lequel je n'ai aucun grief, je ne le connais pas, mais qui avait utilisé le même stratagème avec DSK, en lui disant de tenir le même discours qu'avait tenu Clinton, le déni, l'erreur d'abord, et ensuite l'erreur de jugement. Et nous avons exactement ces deux stades dans le développement de la défense de M. Cahuzac. La mesure d'ailleurs que M. Hollande a parlé de faute morale. C'est exactement l'expression qu'avait employée Dominique Strauss-Kahn lors de son interview à TF1. J'ai commis une faute morale. Et il reproduisait exactement le discours de Clinton. Enfin, François Hollande n'est peut-être pas conseillé par le même conseiller. Oui. Non, mais pas François Hollande, évidemment. Mais Cahuzac, lui, joue ça. Je voulais qu'on parle aussi du rôle de Mediapart. On aime ou on n'aime pas le ton de Mediapart. On aime ou on n'aime pas les méthodes d'investigation poussées. Mais il faut être de bonne foi ce soir. C'est Mediapart qui a déterré et imposé l'affaire Cahuzac à tous et peut-être même à la justice, Christian Delporte. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas tellement l'habitude du journalisme d'enquête, plutôt que d'investigation à l'américaine. Donc effectivement, ça nous paraît assez nouveau. Mais quand on regarde un petit peu en arrière, on s'aperçoit que finalement, les révélations sur les scandales politico-financiers, c'est pas complètement neuf. Ça date, disons, des années 80, à travers Le Monde, Libération, Le Canard enchaîné. Le Monde, il y avait déjà d'ailleurs Edouard Plenel. Voilà. Donc ça n'est pas complètement nouveau. Mais on n'a pas cette habitude-là. Et je pense que d'une certaine manière, ça valorise également un type d'information qui jusqu'ici n'était pas complètement légitime, c'est-à-dire la web information, les sites d'information. Le papier, oui, on reconnaît, on estime, pas encore le web. Et je pense que de ce point de vue, cette affaire va marquer un tournant. Une jurisprudence peut-être. Jurisprudence Cahuzac dans les médias. En tout cas, je pense qu'on ne dira plus désormais que Mediapart, c'est la presse fasciste des années 30. Regardez ce que dit Hervé Baudry. Edouard Plenel, il rigole. Derrière sa moustache, ça se voit pas. Ça va devenir une icône. Invité du 20h ce soir. Alain Gérard, Mediapart pointe du doigt des médias trop frileux qui auraient, entre guillemets, gobé tout cru la version de l'ex-ministre du budget. Mais en même temps, est-ce qu'il faut foncer tête baissée dans ce genre d'affaires et faire de la surenchère? Est-ce qu'il y aura justement une jurisprudence Cahuzac? Comment vont se comporter désormais les médias? Moi, justement, vraiment, je ne rigole pas quand je vois la prise de pouvoir de Mediapart en ce moment. J'espère que ça ne va pas faire, justement, jurisprudence. Parce que, vous comprenez, quand j'entends Edouard Plenel, que je connais bien, avec qui j'ai des relations excellentes, évidemment, c'est tout à fait étonnant. Il cite Voltaire, il cite Zola, mais Voltaire et Zola faisaient campagne et menaient des enquêtes pour défendre des innocents. C'est pas exactement la démarche actuelle de cette presse-là, qui est beaucoup plus acharnée. Quel est le fondement de cette démarche? À dénicher les coupables et à les accabler au besoin. Et peut-être éventuellement à cause du précédent Watergate. Si en plus on peut s'offrir alors un président de la République dans la foulée. Donc je ne dis pas qu'il soit inutile. Il est utile dans la société. Mais prenons garde. Je le disais à des étudiants tout à l'heure en journalisme, qui me disaient, alors, tous les députés sont pareils, ils n'ont pas dit sénateurs, je vous le fais remarquer, donc tout est sauf. Mais j'aurais dit, mais bien sûr que non. Et pour eux déjà, faire le métier de journaliste, ça va être partir à la traque. Eh ben non. Hervé Baudry nous pose la question, le port de la moustache sera-t-il tendance? Chez les journalistes, je ne sais pas si ça va m'aller, Jean-Louis. La remarque de Pierre Gérard est extrêmement importante, effectivement, les coupables, les innocents. Parce qu'on est amené à se poser la question, qui alimente Mediapart? C'est dans la mesure où vous focalisez sur les supposés coupables ou les vrais coupables, il y a des gens
qui ont intérêt, c'est pas simplement à ce que les coupables soient dénoncés, pas seulement les gens de la vertu qui n'ont rien à se reprocher, qui veulent la vérité, mais il y a également des forces, des gens qui sont intéressés à ce que ces choses-là sortent. Donc, il y a un problème aussi de transparence qui est posé à celui qui veut pourfendre les coupables. D'un autre côté, je le comprends très bien de sa part, protéger mes sources, bien sûr. Mais on ne peut pas ignorer qu'il y a un problème et peut-être une contradiction. Mais il y a une grande différence entre le journalisme d'enquête à la française et le journalisme d'investigation, c'est à l'américaine, c'est que les Américains ne portent pas de jugement moral sur les protagonistes. Quand on regarde les livres de Woodward et Bernstein sur le Watergate, il n'y a absolument aucun jugement moral. Donc, tant qu'on est dans l'enquête, ça va. Au-delà, on retrouve finalement le travers du journalisme français, qui est le censeur du politique. Et le ripage du droit vers la politique. Les Américains restent dans le droit. Bien sûr. Mais au fond, quand Zola défendait Dreyfus, il a même dit à un moment donné, je ne veux pas que cette affaire devienne politique. Alors qu'elle l'était évidemment totalement. Mais la tradition française, c'est quand même de politiser évidemment ce genre d'affaires, d'émettre ce jugement moral. Et c'est pas très bien de la part de ses amis, je trouve, de l'accabler comme ils le font. Du jour au lendemain, je me rappelle, lors de l'affaire Strauss-Kahn, tous ses amis l'ont abandonné, et c'était ce pelé, ce galeux, d'où nous vient tout le mal. Et je crois que ça n'améliore pas la situation des politiques. Encore une fois, si on apprend qu'ils savaient, ils vont aggraver leur cas vis-à-vis de l'opinion publique qui va se dire, eux aussi donc, nous menter en prétendant défendre le droit, alors qu'en fait, ils défendent un État parti qui est en train de se déliter de tous les côtés. Messieurs, selon vous, qu'est-ce qui peut clore, parce qu'on l'a dit, la bourrasque, cette tempête politique ne faiblit pas, au contraire, qu'est-ce qui peut clore cette parenthèse? Qu'est-ce qui peut mettre un terme à cette ambiance politique, selon vous, ou est-ce que c'est parti pour durer? Qu'est-ce qu'il faudrait, Jean-Louis? Peut-être de l'administration fiscale? Il faut que tous les éléments soient mis sur la table? Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui me concerne, c'est-à-dire Bercy, Moscovici, nous n'avons pas l'ensemble des informations. Et donc, elles viendront, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui peut clore? Si M. Cahuzac est déclaré coupable, il paiera les amendes. S'il participe à la justice, il n'ira pas au pénal, mais est-ce qu'il participera vraiment jusqu'au bout à la justice? Il ira au pénal, il sera condamné, etc. Et là, mais ce n'est pas parce que l'affaire Cahuzac sera close. Parce que le problème, c'est quand même la chose suivante. Comment notre système républicain que nous défendons tous les jours ici peut-il faire qu'émerge dans le monde politique quelqu'un qui a un compte en Suisse, une fraude fiscale? Comment est-ce possible? Ça met en cause, et ça, rien ne peut clore cette question. Même question, Christian Delport. Ce qui peut clore, en tout cas cet épisode, c'est l'usure de l'information. C'est qu'on passe à autre chose. Et je pense que la volonté du gouvernement, ça va être de passer à un autre chapitre. D'où la stratégie de communication de crise mise en place. Mais ça passe également par une transparence. Même question, Alain Gérard-Sama, pour conclure. Je crains énormément que ce délitement progressif n'oblige à un moment donné tout de même à renouveler le personnel politique. L'affaire, vous savez, l'affaire de Panama, pour revenir dans l'histoire de la Troisième République, elle a eu un effet heureux qu'elle a obligé le personnel politique à se renouveler. Ils sont tous partis et sont arrivés des gens d'une génération nouvelle. Ça ne me fait aucun plaisir de le dire. Mais enfin, effectivement, le renouvellement des générations. Une autre proposée par Hervé Baudry, pas d'impôt cette année et on n'en parle plus. On adhère. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ce débat. On va évoquer à présent une toute autre actualité. Le mariage pour tous arrive au Sénat dès demain. Les sénateurs débattront de ce projet de loi. Les anti-mariages pour tous espèrent un rejet du texte. Chaque voix comptera. Les débats promettent d'être vifs. Public Sénat, d'ailleurs, met en place un dispositif exceptionnel pour vous faire vivre les discussions dans l'hémicycle. On en parle dans un instant avec notre journaliste Perrine Tarnot. Mais d'abord, les faits autour de la pression qui monte avant l'examen du texte. Flora Ngando. Les opposants au texte sur le mariage pour tous ne désarment pas. Ils espèrent peser sur les débats qui s'ouvriront demain au Sénat. Bien décidés à maintenir la pression, les anti-mariages pour tous encercleront jeudi soir le Palais du Luxembourg qui aura mis en place un dispositif exceptionnel pour faire face à 2 manifestations. Dénonçant surdité et crispation présidentielle et gouvernementale, le collectif La Manif pour tous, à l'initiative de 2 défilés nationaux en janvier et mars,
tente de mobiliser avec lui le plus grand nombre de sénateurs. De son côté, l'Institut Civitas appelle lui aussi tous les catholiques à prier devant l'entrée principale du palais pour faire pression sur les sénateurs, disent-ils. Les discussions, qui devraient être sans concession mais moins exacerbées qu'au Palais Bourbon, mobilisent également le collectif Adopté pour l'enfance. Celui-ci, qui distribuera aux sénateurs un livre blanc, invoque l'importance pour un enfant adopté de s'inscrire dans une filiation dite vraisemblable, un père, une mère. Loin d'avoir fini de faire des remous, les débats au Sénat sur le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe dureront jusqu'à la semaine prochaine. Et sur ce sujet, on accueille Perrine Tarnot. Bonsoir Perrine. Bonsoir Sonia. Pour évoquer justement l'arrivée du texte au Sénat. Alors, autre chambre, autre ambiance pour débattre de ce texte. Ah oui, le Sénat sera beaucoup moins provoque que l'Assemblée nationale. Autre assemblée, autre rythme de travail, autre philosophie surtout. Au Sénat, on ne compte pas passer des nuits entières en séance à s'invectiver. On insiste beaucoup ici, à la fois sur les bancs de la gauche et sur les bancs de la droite, sur une volonté d'un débat apaisé. Alors, 260 amendements ont été déposés en tout, dont 219 par l'opposition. On est loin, très loin des 5000 amendements de l'Assemblée nationale. Alors n'allez pas le dire à la droite qu'elle ne fait pas son travail d'opposant au texte. Ici, l'UMP, l'UDI insistent. Ils ne veulent pas faire de l'obstruction systématique, bête et méchante. Seulement, ils entendent porter des amendements de fond. Par exemple, ils ne veulent pas de l'adoption plénière pour les couples homosexuels, mais plutôt une adoption simple, une union civile et non de mariage. Et puis la droite souhaite une clause de conscience pour les mères. On est donc très loin de la provocation de certains des amendements de la droite à l'Assemblée nationale. Pour l'animation, on pourra plutôt compter sur les amendements des Verts ou des communistes, notamment l'ouverture de la PMA aux couples homosexuels. Ça, ce sont des amendements qui ne sont pas soutenus par le gouvernement et qui ont peu de chances de passer ici au Sénat. La seule interrogation finalement de taille qui reste, c'est est-ce qu'il y aura une majorité pour voter l'ensemble du texte? C'est la seule interrogation pour le gouvernement. Je vous rappelle qu'ici, la majorité de gauche est courte, 6 voix seulement d'avance pour la gauche. Alors en commission des lois, le rapport sur le projet de loi a été adopté de justesse et certains amendements de droite sont même passés ce matin. En séance, néanmoins, le gouvernement pourra compter sur quelques défections dans les rangs de la droite. Il y a des sénateurs comme par exemple Chantal Joanneau, Fabienne Keller qui ont annoncé qu'elles voteraient pour le texte. Mais à l'inverse, il y aura aussi des abstentions à gauche chez certains des radicaux. Et puis il y a des sénateurs aussi de gauche ultramarins qui ont décidé qu'ils ne voteraient pas pour ce texte. Mais finalement, tout cela devrait s'équilibrer et selon nos décomptes, ça devrait passer de justesse. En tout cas, la dernière petite chose, Sonia, ce qui est important, c'est qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle de vote conforme par rapport au texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il y aura une seconde lecture dans les deux chambres, à l'Assemblée et au Sénat. Et donc, vu l'encombrement du calendrier parlementaire et tout ce qui a été annoncé dernièrement par le gouvernement, il faudra vraiment que l'exécutif fasse du mariage pour tous une de ses priorités pour que le texte soit adopté avant l'été ou au moins pour la Gay Pride de juin, comme le souhaite le rapporteur du texte ici au Sénat, Jean-Pierre Michel. Merci beaucoup Perrine Tarnot pour votre analyse. On va préciser que Public Sénat va mettre en place dès demain un dispositif exceptionnel. Nous à partir de 16h en direct. À partir de 16h demain après-midi, c'est l'heure à laquelle va commencer l'examen du texte ici au Sénat. Et puis on sera ensemble jusqu'à 23h30 au moins demain soir. Voilà, à 22h, édition spéciale. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Notez-le, Alain Gérard Slama. Regardez demain toute la journée sur Public Sénat, dispositif exceptionnel pour donc l'arrivée du texte. Mariage pour tous. Ça de très 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 près. Voilà. Et Hervé Baudry qui nous dit, voilà, qui fait parler un sénateur, pas trop tard le débat, sinon ma femme va me faire une scène. Merci beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup Hervé, merci Alain Gérard Slama, merci Jean-Louis, merci beaucoup Perrine. Merci, la suite du 22h avec dans un instant notre invité. On va d'ailleurs parler du mariage pour tous et de la PMA. C'est le professeur François Oliven, c'est l'un des plus grands spécialistes de l'infertilité. Il est l'auteur du livre Faire un enfant au XXIe siècle chez Flammarion. On en parle juste après le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Cécile Sixou. Le scandale Cahuzac n'aura pas eu raison du voyage de François Hollande au Maroc. Accueilli cet après-midi à Casablanca par Mohamed VI et une foule populaire, le président de la République, accompagné de 8 ministres et d'une 60aine de patrons, a entamé une visite de 2 jours. Objectif, resserrer les liens économiques avec son premier allié au Maghreb. Une trentaine de contrats devraient être signés entre les deux pays. Demain, il se rendra à Rabat où il prononcera un discours au Parlement. Il devrait évoquer les situations en Syrie et au Mali.
Il est chez lui, Jean-Noël Guérini se repose après son malaise en garde à vue hier. Le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône a regagné son domicile. Entendu sur des malversations présumées concernant les marchés publics de la région, son audition a été levée. Je ne pense pas franchement que la garde à vue soit une mesure particulièrement utile pour recueillir les explications de Jean-Noël Guérini sur des dossiers anciens. Alexandre Guérini, son frère, est toujours en garde à vue. Il devrait de nouveau être mis en examen demain. Les 470 salariés de Petroplus seront fixés sur leur sort le 16 avril. Le tribunal de commerce de Rouen décidera à cette date si l'une des deux offres de reprise déposées est valable. 4 repreneurs étaient en lice, mais hier, seuls 2 des dossiers ont été jugés recevables, celui du Panaméen Net Oil et du Libyen Mourzouk Oil. La raffinerie est en dépôt de bilan depuis janvier 2012. Historien de l'art, archéologue et désormais patron du Louvre, Jean-Luc Martinez a été nommé aujourd'hui. Il remplace Henri Loiret, pas candidat à sa propre succession, une nomination saluée par Aurélie Filippetti. C'est quelqu'un qui a un parcours républicain exemplaire, puisqu'il est issu d'un milieu très modeste et qui a gravi tous les échelons grâce à notre système universitaire. La ministre de la Culture soutenait pourtant la candidature féminine de Sylvie Ramon, mais c'est l'Élysée qui a eu le dernier mot. Le nouveau directeur du Louvre aura pour mission de sortir de la logique d'extension développée par son prédécesseur. Pour Rançon du Parisien, dommage que François Hollande n'ait pas les yeux derrière la tête. Il aurait peut-être vu que son ministre du Budget se moquait de lui. Et notre invité ce soir, c'est le professeur François Oliven. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes l'un des plus grands spécialistes de l'infertilité. Vous êtes l'auteur de ce livre publié chez Flammarion, Faire un enfant au XXIe siècle. On va en parler en détail. D'abord, professeur, je voulais avoir votre avis sur le mariage pour tous qui arrive au Sénat. On a beaucoup entendu dans le débat public parler de PMA, GPA, AMP. On jonglait parfois avec ces mots. Est-ce que vous observez aujourd'hui de la confusion, des amalgames ? Non, il n'y a pas d'amalgame, mais disons, il faut bien faire le distinguo entre le terme consacré quand même depuis 1994, c'est AMP, assistance médicale à procréation. C'est passé de PMA à AMP, donc le vrai terme c'est AMP aujourd'hui. Et on ne peut pas confondre évidemment l'AMP qui se destine aux couples stériles et l'AMP qui se destinerait éventuellement aux couples homosexuels, parce qu'évidemment ce n'est pas du tout la même chose dans la mesure où il n'y a pas une vraie stérilité médicale. Donc cet amalgame-là, il faut y prendre garde pour éviter de mettre sur le même plan ces deux techniques. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Comité national d'éthique, par la voix de son président, a très vite insisté sur ce problème. Doit-on proposer une technique médicale pour des gens qui n'ont pas forcément un problème de médecine? Donc c'est un petit peu là-dessus qu'il peut y avoir des dérapages. Le texte arrive donc demain au Sénat. Est-ce que vous craignez des sorties caricaturales sur certains sujets techniques, ou est-ce qu'il faut faire confiance à la sagesse du Sénat? Je fais confiance à la sagesse du Sénat. La difficulté, le système à la française tel que nous le vivons dans ce domaine de la stérilité, c'est une énorme hypocrisie. Parce que nous avons un pays qui est la France, mais nous avons aussi un entourage européen. Il n'y a aucun ordre éthique européen. Et donc, il existe tout un ensemble de techniques plus ou moins autorisées dans certains pays. Et du coup, on se retrouve dans une situation où, à 1h20 de Thalys, en Belgique, on a droit à presque tout, ou bien à 1 heure d'avion en Espagne, et en Italie, on n'a presque droit à rien. Donc, c'est ça qui me gêne personnellement, c'est cette hypocrisie d'avoir des directives françaises qui parfois ignorent des situations tragiques de certains couples, alors qu'on sait très bien que ces couples vont à l'étranger et du coup il y a une sélection par l'argent et des techniques plus ou moins faites. Et en matière du mariage pour tous, on est dans cette situation. On a des couples homosexuels femmes qui vont très régulièrement, elles sont nombreuses, faire des inséminations par exemple en Belgique. Vous avez entendu sur France 2, François Hollande, dernièrement, n'a pas évoqué la PMA. Il va se soumettre, dit-il, à l'avis du Comité consultatif national d'éthique sur ce sujet très, très important, fondamental. C'est une bonne chose. Il faut suivre l'avis d'experts sur ce sujet. Non, mais je trouve sur le principe, c'est une très bonne chose, mais comme immédiatement après, le président du Comité national d'éthique ne cesse de répéter que cet avis est consultatif et que les experts ne vont pas donner
un avis, oui ou non, mais donner un éclairage sur les éventuels intérêts ou risques de ces méthodes, je ne crois pas que la réponse viendra du comité d'éthique. D'ailleurs, le comité d'éthique a rarement donné des réponses tranchées. Donc, à mon avis, on repousse le problème parce que le débat est bien sûr explosif. C'est aux politiques de trancher, vous le rappelez. Alors, on va parler du livre et de l'infertilité. Vous avez pu observer une multitude de couples consultants pour infertilité. On va évoquer dans un instant les nombreuses techniques permettant, grâce à la médecine, d'avoir un enfant. Mais l'infertilité, professeur, c'est une souffrance, c'est une douleur, c'est une maladie? Ça peut être une maladie. Hein. Une femme, par exemple, qui a une infection des trompes et dont les trompes se bougent, c'est une vraie maladie. C'est en tout cas une véritable souffrance sous-estimée. C'est-à-dire un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant est très souvent dans un énorme désespoir. Et la difficulté, c'est que pour certains, c'est vécu un petit peu comme une médecine de confort. On entend souvent des gens dire « Ah bon, faire une fécondation in vitro, mais pourquoi ils n'ont qu'à adopter ou pourquoi avoir un enfant? Pourquoi cet acharnement à avoir un enfant ?» Les gens qui critiquent sont souvent des gens... Encore aujourd'hui, c'est mal perçu. Encore aujourd'hui, je l'ai entendu très souvent de gens, de politiques, de médecins même, et on sous-estime cette souffrance. Hein, et j'aime bien rappeler, dans le livre je le rappelle, que les 2 pays où il y a le plus de centres de fécondation in vitro, c'est la Chine et l'Inde. Donc voilà, c'est 2 pays pléthoriques en matière d'enfants, mais néanmoins dans ces pays-là, quand un couple ne veut pas avoir d'enfants, c'est quand même tragique. Qu'est-ce qui est le plus dur pour ces couples qui viennent nous voir? Est-ce que c'est la lourdeur et les contraintes du traitement ou est-ce que c'est finalement l'investissement psychologique? Alors, le traitement, c'est beaucoup simplifié aujourd'hui. Hein. On a des injections qui sont sous-cutanées beaucoup plus simples, on a beaucoup moins de prise de sang, etc. etc. Donc, le fameux parcours du combattant est moins combattant qu'avant en matière de traitement. Par contre, ça demande un investissement de temps et surtout, j'aime beaucoup cette expression que j'ai reprise dans un livre, les montagnes russes émotionnelles. C'est-à-dire, on vient voir le médecin parce qu'on ne veut pas avoir d'enfant, on est malheureux. Ce médecin va vous proposer une technique en disant on a une solution, youpi, on rentre chez soi content, et puis la technique ne va pas marcher, on est malheureux, ou elle va marcher, et puis finalement on va faire une fausse couche. Donc c'est une succession de bonnes et de mauvaises nouvelles qui est difficile à supporter, surtout pour la femme. Je ne dis pas que l'homme est un petit peu à part et son vécu peut être difficile de par ce côté un petit peu sur le côté, mais la femme subit tous les traitements. C'est elle à qui on transfère les embryons et c'est la femme qui se sent en fait en charge de ce succès ou pas. Donc ça peut être très, très pénible. Mais vous aussi, professeur, vous faites face aux doutes, aux peines, aux joies de ce couple qui vient vous voir. Comment on fait face à tout cela? Est-ce qu'il y a un discours pour chaque cas? Chaque AMP est une aventure humaine? Bien sûr, il y a une... Vous savez, en médecine, on a ce qu'on appelle l'empathie. On essaye de se mettre à la place du couple. Je crois que quand on est un bon médecin, c'est qu'on a forcément une sensibilité. Donc il m'arrive d'être ému par des situations tragiques, par des désespoirs. Et évidemment, je suis très heureux quand le succès est au rendez-vous. Donc c'est une affaire personnelle, en effet. Mais il y a des limites. Comment arrivez-vous à détecter qu'un désir d'enfant ne correspond pas aux conditions requises pour l'épanouissement de l'enfant? C'est un point très difficile parce que finalement, juger de la parentalité, c'est-à-dire des capacités d'un couple à être de bons parents, c'est très difficile. Et se projeter dans le futur d'un enfant et savoir si cet enfant va être heureux ou pas, c'est très difficile aussi. Donc on fait avec ce qu'on a, et quand on n'y arrive pas, on se fait aider. Moi, j'adresse régulièrement des couples ou des situations plus originales. On parle beaucoup aussi en ce moment des femmes seules qui se retrouvent à un âge où elles ont peur de ne plus avoir d'enfants. Je conseille à ces femmes d'aller voir des spécialistes, des pédopsychiatres, pour qu'on leur pointe les difficultés, sachant qu'elles ne peuvent pas être traitées en France. Elles vont aller à l'étranger, mais elles peuvent demander une aide, un soutien et des conseils. Et dans ce livre, vous décrivez vos hésitations. Les arguments peuvent vous pousser à la fois dans un sens ou un autre sens pour prendre cette décision. C'est une aventure humaine et c'est à lire, Faire un enfant au XXIe siècle chez Flammarion. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur Oliven. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci Hervé Baudry. On finit peut-être avec un zoom sur votre dessin. Je n'ai pas été très vous voyez le bon côté des choses. Vous ne serez pas concerné par la baisse des allocs. Oui, c'est un point de vue. Merci à vous. Fin de ce journal. Rendez-vous demain, 22h, édition spéciale avec l'arrivée du texte Mariage pour tous au Sénat. Belle soirée, à demain, avec plaisir.
je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Est-ce ce jour-là que François Hollande a vraiment eu l'impression de devenir chef d'État? En tout cas, c'est en décidant de faire la guerre qu'un président exerce la suprématie de son pouvoir. Alors comment François Hollande parle-t-il de la guerre? Qu'il s'agisse du Mali ou de sa volonté d'intervenir en Syrie? Comment justifie-t-il la nécessité de ces interventions et s'inscrit-il en rupture avec ses prédécesseurs? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, François Hollande en chef de guerre, avec nous 4 invités. Philippe Moreau-Defarge, spécialiste des questions géopolitiques et chercheur à l'IFRI, Institut français des relations internationales. Louis Gauthier, spécialiste des questions de défense. Vous avez conseillé Lionel Jospin quand il était à Matignon et vous présidez aujourd'hui le think tank Orion, rattaché à la Fondation Jean Jaurès. Jérôme Sainte-Marie, spécialiste de l'opinion à l'Institut CSA, pour mettre en perspective l'impact de ces discours. On dit souvent que les guerres rendent les présidents populaires. On verra que ce n'est pas toujours vrai à long terme. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission, pour commenter les ressorts de ces discours. Alors concernant François Hollande, c'est sans doute sa visite triomphante au Mali après les conquêtes et les victoires de l'armée française sur les islamistes qui a le plus marqué. Alors on en a vu un court extrait dans le générique. Je vous propose de le revoir dans le contexte avec d'autres images et puis on commente après. Les rues de Bamako en liesse, la capitale malienne, dernière étape du voyage de François Hollande. Le président français est venu symboliquement place de l'Indépendance. Et moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Parce que, à un moment, une décision doit être prise. Elle est grave. Elle engage la vie d'hommes et de femmes. Cette décision, je l'ai prise au nom de la France. Cette décision, elle honore la France. Et à travers les clameurs, la ferveur, le soutien que vous m'apportez, c'est à toute la France que vous donnez votre plus grand hommage. Merci, peuple malien. Vive le Mali, vive la France, vive l'amitié entre le Mali et la France. Merci. Voilà, je viens sans doute de vivre le jour le plus important de ma vie politique. Alors cette déclaration a été très commentée, elle n'a pas toujours été très bien comprise d'ailleurs. Je voudrais savoir, vous, comment vous l'entendez, Denis Bertrand? Le jour le plus important de ma vie politique. Écoutez, surprenant. C'est de toute façon une expression ambiguë, c'était ouverte à l'interprétation. Je pense qu'il y a dans le contexte de la situation elle-même un effet qui justifie cette importance, qui est l'effet de la double reconnaissance. À la fois la reconnaissance des Maliens vis-à-vis de la France et de cette intervention qui passe à travers les ovations et à travers cette présence de la foule, et en même temps la reconnaissance qu'il introduit dans son discours en disant merci au peuple malien pour avoir contribué aux efforts de guerre français à d'autres époques, merci au peuple. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effet de don et de contre-don. Et je pense que dans la réciprocité qu'il construit, il peut... D'accord, donc toujours le plus important, c'est parce qu'en tant que président de la République, il vit ce moment où on redonne finalement au Mali ce que... Donc, vous l'entendez... D'accord. La puissance de la reconnaissance. La puissance de la reconnaissance. Réciproque. Oui, Philippe Moreau-Defarge, est-ce que vous entendez aussi dans cette phrase? Je crois qu'il y a des subconscients très forts. Il y a une image qu'on ne peut pas oublier, ou un mot qu'on ne peut pas oublier, the finest hour. It is our finest hour. C'est en 1940, lorsque Churchill, dans l'été 1940, s'est adressé aux jeunes pilotes de la RAF qui se battaient contre les avions allemands qui menaçaient l'Angleterre et qui leur dit « c'est votre plus beau jour ». Je pense que quelque part, tous les hommes politiques, tous les hommes au pouvoir veulent revivre ce moment. Et je dirais consciemment, inconsciemment, François Hollande essayait de revivre ce moment. Simplement, comme disait Karl Marx, la première fois c'est une tragédie, la deuxième fois c'est autre chose. Ah d'accord, ok, on parle souvent des accents churchilliens qu'on pourrait avoir dans la bouche des présidents, voilà. Ça peut se manifester à différentes occasions. Face à toute guerre, Churchill surgit tout de suite. Toujours.
Alors, il y a aussi quelque chose qui est important parce qu'il dit à un moment une décision doit être prise, je l'ai prise. Alors, est-ce que c'est là, est-ce que vous entendez aussi que c'est à ce moment-là qu'il endosse les habits du président, Louis Gauthier? Je pense que l'élément fondateur, c'est l'élection. Mais oui, que là, c'est un moment alors pourquoi dit-il ça maintenant? Parce que ça, c'est à la fois une décision, la première qu'il prend d'engager les forces françaises dans son mandat, que ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère, et il veut bien le faire sentir et le faire comprendre. Deuxièmement, je pense qu'il y a un ressenti, vous avez parlé de reconnaissance, qui est évident. L'opération militaire s'est bien passée, le pays a été libéré, et à Bamako, il a un grand discours, mais aussi un discours de restitution historique. Moi, j'ai vu des accents plutôt gaulliens, j'ai vu les réminiscences du discours de Brazzaville, d'une certaine manière, où il dit, voilà, vous avez combattu à nos côtés pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Il le dit d'ailleurs dans son discours, de la même manière que le général de Gaulle avait dit, alors que la France, etc., c'est d'ici de ces territoires d'outre-mer, eh bien, il y a plutôt cette impression, ce ressenti très fort qu'il évoque à ce moment-là. Alors, il y a quelque chose qui parle. On va revenir sur la question du timing, parce qu'il n'intervient pas à la fin du conflit, puisque les soldats français sont encore sur place. Il intervient à la fin d'une période militaire où le pays a été libéré, mais évidemment, le conflit continue, les opérations militaires parce qu'on pourrait s'interroger sur le sens de cette visite à ce moment-là précis. Et puis, il y a aussi cette phrase, effectivement, une décision doit être prise, je l'ai prise. On se demande si c'est pas aussi une réponse, peut-être à certains reproches qu'on a pu lui faire de son indécision, si ça s'adresse pas beaucoup aux Français sceptiques, Jérôme Sainte-Marie. Oui, alors en vous écoutant, je me disais qu'à partir des mêmes images, on peut avoir quand même des interprétations, des perceptions radicalement différentes. Je fais partie de ceux qui ont vu dans ces images une spectaculaire démonstration de faiblesse de la part de François Hollande. C'est-à-dire que François Hollande se retrouve d'une part en disant quelque chose qui est très peu compris en Hexagone, c'est le jour le plus important de sa vie politique. C'est très surprenant dans l'état de l'opinion française actuellement d'entendre ça pour ce qui est une intervention en Afrique, justifiée ou pas, mais depuis le Tchad et d'autres, on a connu surtout beaucoup. Paraît lointain, vous voulez et surtout, dire. Regardez un peu l'image. Vous avez l'image d'un président de la République socialiste, en civil, entouré de militaires, et qui a tendance à peut-être se laisser un peu gagner par l'ambiance. On a connu, sans remonter jusqu'à Guy Mollet, mais on a connu quand même un certain nombre de responsables civils et socialistes se laisser quand même, comment dirais-je, un peu griser par l'ambiance militaire. Et là, il tient des propos qui font effectivement appel à l'histoire. Alors je n'aurais pas la cruauté de reciter Karl Marx comme mon voisin, mais effectivement, on est un peu dans l'outrance, on a une rhétorique assez curieuse sur le don et le contre-don par rapport à l'époque où les Maliens, certes, venaient en France, mais c'est un peu vieux, vous voulez dire. C'était pas totalement sur la base du volontariat, c'était, rappelons-le, quand même, l'Empire colonial. D'où l'importance du contre-don, peut-être. Et que donc, on est sur quelque chose qui pourrait facilement paraître comme peu raisonnable. Et en tout cas, je trouve cette image, avec ces militaires africains ou français autour de lui, cet homme qui semble vivre quelque chose d'extraordinaire, alors qu'encore une fois, c'est une intervention militaire en Afrique, c'est pas non plus le débarquement de Normandie. Quand vous dites démonstration, on a les opérations qu'on mérite. Alors, non, parce que vous dites démonstration de faiblesse, c'est-à-dire de faiblesse parce que vous avez l'impression qu'il est, comme vous dites, gagné par l'ambiance, qu'il est le président en civil qui est un peu influencé par les militaires. Alors vous qui êtes spécialiste des questions de défense, que pensez-vous de ces images? Non, je pense pas ça. Quand il dit que c'est une opération importante dans sa vie, effectivement elle l'est. C'est la première opération militaire qu'il décide comme président de la République. Et je pense que c'est une décision difficile. Vous exposez la vie des hommes. Ce n'est pas des affaires qui se traitent à la légère. Alors voilà, effectivement, comme vous dites, on voit tous, on a pu voir effectivement un échantillon d'interprétation peut-être irréconciliable. En tout cas, concernant les propos de François Hollande, il y a eu auparavant, quelques mois plus tôt, parce qu'il dit que c'est le jour le plus important de sa vie politique, mais il faut savoir que ce jour, il a bien failli ne jamais le connaître, du moins à l'entendre, car quelques semaines plus tôt, il déclarait ne pas vouloir d'intervention française au Mali. Je vous propose de l'écouter, c'était dans une intervention sur TV5 Monde. Si on nous demande notre appui logistique, c'est-à-dire matériel, un certain nombre d'informations, nous fournirons. Mais là encore, il n'y aura pas d'hommes au sol, pas de troupes françaises d'une manière ou d'une autre engagées. Un soutien aérien Il ne nous est pas demandé, donc pour l'instant... Mais s'il est demandé, nous ne pouvons pas, nous, intervenir à la place des Africains. Il faudrait transporter les troupes. Très clair, on peut donner un appui matériel, on peut former, mais... Nous n'interviendrons pas. La France n'interviendra pas. Voilà, donc ça c'était au mois d'octobre. Il l'a répété lors de sa conférence de presse du mois de novembre. La France n'interviendra pas.
Pourtant, la France est bien intervenue au mois de janvier. Voilà pourquoi je propose d'écouter la première intervention du président suite à cette décision. Mesdames, Messieurs, le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du Nord, dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. Il en va donc aujourd'hui de l'existence même de cet État ami, le Mali, de la sécurité de sa population et celle également de nos ressortissants. Ils sont 6 000 là-bas. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali, appuyé par les pays africains de l'Ouest. En conséquence, les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera le temps nécessaire. Les terroristes doivent savoir que la France sera toujours là lorsqu'il s'agit non pas de ses intérêts fondamentaux, mais des droits d'une population, celle du Mali, qui veut vivre libre et dans la démocratie. Merci. Voilà, oui, pendant l'extrait, on parlait de son débit. Effectivement, il est très lent, très solennel. Et puis, sur les mots, il explique avoir répondu à une demande d'aide. Il parle du soutien apporté, d'opération. Il n'emploie pas du tout le mot guerre. Alors, je veux savoir ce que vous pensiez de sa manière, d'abord, de justifier et d'expliquer cette intervention. C'est terrible parce que, je ne veux pas être très, on a l'impression de George Bush en 2001. C'est toujours le terroriste, c'est-à-dire on combat le terroriste. C'est-à-dire le mot terroriste est devenu une espèce de mot fétiche qui justifie beaucoup d'engagement. Alors, je ne dis pas que l'addition, on ne va pas parler sur le fond de l'addition, mais c'est vrai qu'il y a un fétichisme du mot terroriste, et c'est vrai que le mot terroriste, on nous renvoie au visage le mot résistant. Hein. Le terroriste, c'est le résistant. Alors, on verra qu'effectivement, il y a un choix de mots où il dit terroriste, il ne dit pas islamiste, il ne dit pas djihadiste. On se demande pourquoi ce mot, effectivement, terroriste, remplace le mot, je sais pas, djihadiste ou islamiste. Alors, Denis Bertrand et puis Gauthier. Je crois qu'en effet, et c'est une différence sensible avec le discours de Bush, il se refuse à faire intervenir la dimension du sacré. Et des mots comme islamiste ou djihadiste font, même indirectement, connotent la dimension du religieux. Vous voulez dire que le politique rentre dans des arguments d'une rhétorique religieuse et ce serait pour ça qu'il refuse. Je pense qu'il veut éviter cela. Vous pensez qu'il veut éviter ça? Je pense qu'il laïcise la guerre. Absolument. C'est très important. Il y a un autre aspect moi, qui me frappe, puisqu'on a vu les deux séquences, c'est tout de même le mystère de la force d'affirmation du discours du politique, qui peut affirmer avec une détermination absolue, nous n'interviendrons pas, et quelque temps plus tard, nous sommes intervenus. Et sans que la contradiction soit vécue comme un drame. Il y a quelque chose d'assez intéressant parce que... Oui, c'est ça, justement. Alors justement, il n'y a pas de contradiction. Attendez, vous allez répondre. On l'entend, la contradiction, quand même. Alors, les deux séquences sont limpides. Là, vous avez un discours d'autorité, vous avez un discours de commandant en chef, le pupitre, etc. Ce qui me frappe aussi, et vous le verrez pareillement pour Sarkozy, c'est qu'il est devant deux portes fermées. C'est-à-dire que toutes les issues de la négociation qui avaient été recherchées, toutes les solutions alternatives, notamment d'une intervention de la communauté internationale, ont échoué. Et entre-temps, pour revenir sur le mot terroriste, un ressortissant français de plus a été enlevé fin novembre. Donc voilà, vous avez la séquence. Il s'entretient avec des journalistes, il est dans la préparation. Toute position qui montrait que la France ne serait pas suffisamment retenue, mais serait déjà en avance de phase sur une intervention possible, compromettrait tous les efforts diplomatiques qui ont été faits pour réunir un consensus sur cette opération, voire plus, une coalition militaire pour l'entreprendre. Et là, au moment où il parle, il a obtenu une résolution du Conseil de sécurité, dans le deuxième extrait, il a obtenu une résolution du Conseil de sécurité fin décembre. L'ensemble de la communauté internationale, à un bémol près venant de quelques pays arabes, le soutiennent, y compris la Chine. Et là, il prend une décision parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il dit, voilà, j'ai pris cette décision au nom de la France. Et vous avez évidemment l'ensemble de la symbolique, le faisceau délicteur, le drapeau français, le drapeau européen. D'accord. Donc, en fait, les portes fermées sous-entendent qu'il a... C'est intéressant, d'ailleurs, comme symbolique. Et si je ne sais pas si l'image a été travaillée... J'en suis pas sûr. Il faut surinterprète peut-être les images. Là, vous êtes sémiologue. Vous êtes sémiologue, mais spécialiste des questions de défense. Vous verrez que Sarkozy, c'est pareil, sur les
limite. C'est les portes sont fermées. C'est très intéressant. Donc vous dites en fait, il ne se contredit pas dans la mesure où ils ont deux moments différents. Alors on a pu lire dans certains articles de presse, notamment une enquête du Nouvel Observateur, que au mois de novembre, effectivement, il y avait déjà tout ce travail de préparation de la guerre qui se faisait, mais que François Hollande, alors le journal disait, ment aux journalistes parce qu'il ne veut pas finalement donner d'informations sur une opération en préparation. Évidemment, dans une discussion avec les journalistes, il vous relance. Donc là, il ne veut pas